Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail? Salut, c'est Noël, et pendant qu'on va se gaver de sucre lent et fondre dans le cholestérol, des petits enfants à l'autre bout du monde sucent des cailloux. Tu veux pas la faire plus zen, plus détendue? Aujourd'hui, on va parler de l'intégrale 65 de l'araignée et d'un Strange spécial origine avec plein de nénettes dévêtues dont les mamelles défient les lois de la gravité. Allez, envoyez le bousin. J'ai mis la main sur le troisième album de Panini concernant l'intégrale 1965 des aventures du tisseur qui regroupe les épisodes 20 à 31 de l'Amazing Spider-Man, auquel s'ajoute l'annual numéro 2 de Spider-Man. Bref, on fait dans le vintage, hein, vous l'aurez compris, on reste dans ma doxa habituelle, hein. Je suis pas là pour plaire aux oiseaux rageux et autres bonjour tristesse, hein. Si ça vous plaît pas, allez boire un Starbucks ailleurs. C'est encore Stan Lee et Steve Ditko qui sont aux commandes et qui font dans le bestiaire avec une précision d'entomologiste pour nous créer de nouveaux vilains tels que le Scarabée et le Scorpion. Justement, l'épisode 20 de janvier 1965 nous présente le Scorpion. Cet animal, se nourrissant d'araignées, Stan Lee a pensé fort justement qu'il serait bon de créer cet ennemi beaucoup plus fort que Spider-Man. Jonah Jameson finance une expérience du docteur Farley Stillwell pour transformer McGargan en Scorpion. Sérieux, il a un sacré problème, Jonah. Hein. Il finance des criminels pour tuer l'araignée. Petit hic, plus la force du Scorpion s'accroît, plus sa santé mentale se dégrade. Et au final, cela finira par se retourner contre le patron du Daily Bugle, qui aura la franche sensation d'avoir subi un toucher rectal effectué par un boxeur. Tout en finesse, Zombie. Ah bah je suis pas là pour jouer le bêta-testeur de Black Carambar, hein. Les lecteurs de Lug ont pu lire cette aventure dans l'album de l'araignée numéro 12 de 1981 et appelé La folie de l'araignée. En tant que gosse, cette aventure m'avait choqué. L'araignée se fait péter la gueule de façon brutale par le Scorpion, que dis-je, il se fait terraformer le cul. Fatalité. Inutile de vous dire que j'avais été traumatisé à cette époque. L'épisode 21 de février 1965 nous présente le Scarabée, dont nous avons pu lire le premier envol dans l'album 5 de l'araignée datant de 1979 et appelé Le Cirque Infernal. Et c'est dans ce même album que nous avons pu découvrir l'épisode 22 de l'araignée, appelé Le Clown et ses maîtres de la menace. J'ai trouvé cet épisode aussi fun que de violer un cheval mort. Dans le numéro 23 d'avril 1965, l'araignée affronte encore le bouffon vert. Le lecteur a le plaisir de retrouver le bouffon, et il est tout aussi redoutable et toujours prêt à faire des misères à l'araignée. Dans l'épisode 24, Spider-Man perd carrément la tête. Ces deux épisodes ont pu être lus par le lecteur lugien dans l'album intitulé La folie de l'araignée en 1981. Dans le numéro 25, cette grosse tête de con de Jonah Jameson est toujours aussi dérangée et flirte avec le délit, voire le crime, en s'offrant un robot pour capturer Spider-Man. Un robot dont le design n'est pas sans rappeler le genre de merde que tu peux trouver dans un Easy Cash de Bergerac ou d'Oshinemine, hein, je saurais pas dire où exactement. Très honnêtement, quand on y réfléchit, Jameson est un vrai psychopathe et il n'est jamais ennuyé par la police. Il fait suivre Parker par un détective privé, il finance la création du Scorpion pour en finir avec l'araignée, bref, il est complètement ravagé du bulbe. Du côté univers de Peter Parker, Stan Lee continue à construire cet environnement avec les deux girlfriends du pauvre garçon qu'il abandonne puisque Betty Brandt s'entiche du journaliste Ned Leeds, tandis que Liz Allen se rend finalement compte que Peter, qu'elle croyait connaître Parker, se fiche complètement d'elle et de sa coupe choucroute. Et à la choucroute, si tu veux une saucisse. Tu sais, en fait, la vie de Peter Parker, c'est les feux de l'amour. Betty Brandt a peur de s'engager avec Peter, qui la repousse sans cesse, alors qu'il éprouve une irrépréhensible jalousie quand Betty fréquente Ned. Et préférant les charmes de la coupe choucroute de Liz Allen, Peter s'attire les foudres de Flash Thompson, dont l'homosexualité refoulée l'empêche d'avouer ses sentiments pour Peter. Ouais, c'est une charlouse. Achète plutôt mon livre, motherfucker. Si la fin du lycée est propice à la séparation avec la blondasse, le pauvre Peter doit continuer à côtoyer Betty au Daily Bugle où il vend ses photos, car contrairement aux youtubeurs professionnels, hein, qui ne sont même pas inscrits à la chambre des métiers, Peter Parker, lui, fait un vrai boulot, hein, et j'ai pas peur de le dire. C'est aussi dans l'épisode 25 que Mary Jane apparaît pour la première fois, mais Ditko et Stan Lee placent stratégiquement une plante devant son visage, et les lecteurs devront attendre le numéro 42 pour voir enfin ce visage. C'est aussi l'entrée à l'université pour Peter, et c'est l'occasion pour Stan Lee de nous présenter de nombreux seconds rôles de taille comme Harry Osborn et Gwen Stacy, qui apparaissent dans l'Amazing Spider-Man 31 de décembre 1965. La blondasse essaye de se faire remarquer par Peter, mais il ne voit rien trop perturbé par les problèmes de santé de Tante May, et ceci va lui forger une réputation de gros prétentieux de sa mère. Enfin, l'album nous livre le second annuel de l'araignée, qui nous présente l'univers psychédélique de Doctor Strange, qui, on se souvient, était déjà dessiné à l'époque par Steve Ditko et sa gueule enfarinée. Personnellement, j'ai trouvé que certains épisodes pouvaient être plaisants à lire, alors que d'autres peuvent être aussi tristes qu'un frigo vide. Après, je vais pas faire comme la jeunesse actuelle,
actuel, qui va faire un thread sur Twitter pour dire que ce livre est décevant. Je suis au-dessus de ça, comme le disait Victor Hugo, je m'en bats les couilles, frère. Mon propos est simple, vous l'aurez compris, c'est pas du Frank Miller. Bon, d'accord, certains personnages, à commencer par Flash Thompson, sont parfois si stupides qu'ils auraient leur place au gouvernement. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas cracher sur ces histoires, car même si elles ne cassent pas trois pattes à un connard, elles continuent à bâtir un univers intéressant pour Spider-Man, avec l'apparition de beaucoup d'acteurs essentiels pour la suite de ses aventures. C'est donc un album à lire si on aime Spider-Man. Replongeons-nous en 1982 avec la relecture émotionnée du Strange Special Origins 154 bis, édité en octobre 1982 par Lug et qui consacre ses rubriques aux origines des super-héroïnes, dont la kitschissime Miss Marvel avec son petit slip olé olé et ses nibards proéminents, vive les gros nichons, qui donne à votre coupe rose un teint éclatant, la chevelue Médusa, la très dénudée Shanna. On a du Stanley et du John Romita, du Jerry Conway et du John Buscema, mais aussi du Carol Selling et du Ross Andru. La couverture m'avait fait grand effet à l'époque, avec toutes ces nanas autour de Stanley. Même The Man a un regard légèrement coquin en matant la chevelure généreuse de l'inhumain. Pourquoi tu me regardes comme ça? Vas-y, lâche l'affaire, je te dis, là, putain. Je garde forcément un bon souvenir de ce Strange Special Origin acheté sur le marché de mon quartier auprès de mon fournisseur officiel de comics, un marchand ambulant qui avait compris qu'il y avait le moyen de se faire de la thune avec tous ces gosses dévoreurs de comics. J'étais encore plus jeune et encore plus beau qu'aujourd'hui. La première page commence avec Médusa en pin-up emprisonnant le pauvre Speedy dans ses longs cheveux roux. Puis nous avons droit à 4 pages relatant les origines du personnage apparu pour la première fois dans le Fantastic Four numéro 36 en mars 1965. Comme son homonyme, issu de la mythologie grecque, Médusa possède une chevelure vivante qui lui obéit. Cette chevelure est dotée d'une force surhumaine qui mesure près de 2 mètres et qui peut s'étirer jusqu'au double. Médusa appartient à la famille royale des Inhumains et elle est la fiancée de leur chef, Flèche Noire. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer mes 2 figurines en plomb que je possède. C'est gratuit, ça fait pas mal aux yeux. 2 statuettes aussi complémentaires que la gargouille Zoli pour la Gorgone Zola. C'est top délire méga groove ce que je raconte. Dans ce spécial Strange Origin, on nous présente un épisode appelé Place à Médusa, tiré de l'Amazing Spider-Man numéro 62, datant de juillet 1968. Il est écrit par Stanley et dessiné par John Romita Sr. et Don Heck. Les vieux lecteurs lugiens ont pu lire cet épisode dans le Strange 59, datant de novembre 1974. C'est vieux, et c'est pour ça que les gamins des années 80 avaient le droit à une séance de rattrapage dans ce magazine de 1982. L'épisode nous montre la rencontre plus que mouvementée entre Spider-Man et la pétulante Médusa, dont le regard est plus sombre que le plus profond de la sinistrose, la plus sibérienne, qui puisse se rencontrer à l'est d'Éden. Je sais pas du tout ce que je raconte. Ce n'est pas une super histoire, dont on doit attendre beaucoup, mais elle se lit très bien en respectant l'éternel cahier des charges imposé dans ce genre de rencontre, qui passe par un quiproquo, qui amène à une bagarre entre les 2 protagonistes, et qui finit toujours par une dissipation du malentendu. Poil au cul. Alors, c'est malin. Puis on enchaîne avec Miss Marvel en pin-up, qu'est-ce qu'il y a ? Suivi de 3 pages d'explications sur ses origines, racontées par Stanley. Nous découvrons la première aventure de la Belle en cuisse tirée du Miss Marvel numéro 1 de janvier 1977. Ouais, sauf que c'est pas sa première aventure. Ah bon ? Non, Carol Danvers apparaît pour la première fois en mars 1968 en tant que chef de la sécurité dans une aventure de Captain Marvel dans le Marvel Super Heroes numéro 13, un épisode écrit par Roy Thomas et Jen Collan. C'est à cette occasion que Carol Danvers subit l'irradiation du Psycho-Manitron, une arme cri, et elle devient Miss Marvel. Ah bah ok, bon bah, je peux revenir sur l'aventure de Strange Special Origin ? Oui, vas-y. Bah merci Bouffon. Pour donner la vedette à Miss Marvel, les auteurs la mettent tout de suite en scène dans une baston pourvue de mâles bien bourrins, des hommes, des vrais, comme dirait le progressiste Frank Miller. Les Athéniens étaient tous des sodomites. Les Spartiates étaient des vrais hommes, sévèrement burnés. Alors ta gueule, motherfucker, et achète mon livre. C'était le Frank Miller. Le Frank Miller pas malin. Qui raconte des conneries. Dans sa tête ça va pas bien. Ta gueule!
L'œuvre est de Gerry Conway et dessinée par John Buscema. Il faut savoir que ces aventures n'avaient jamais été éditées chez Luke et que c'est plutôt chez Artima que j'avais pu découvrir la jolie Miss dans le premier album qui lui était consacré en 1980 et que je vous montre ici de mes mains terriblement sexuelles. En tout cas, c'est ce que m'a dit une copine à moi. Et ta femme aussi. Oui, et ma femme, bien sûr. Le récit de Gerry Conway est intéressant car il nous présente deux jeunes femmes, Miss Marvel et Carol Danvers. Bon, à moins d'être con comme un Kevin, on comprend vite qu'il s'agit d'une seule et même personne. Je passe sur les rondeurs de la Miss qui font monter vers la lune bien des hurlements d'extase quand la nuit tombe et que l'amour tarde de Dijon. Et alors là, quand Conway écrit ce récit, on sent qu'on est dans la hype du féminisme. La page 38 est très intéressante avec l'échange entre Jonah Jameson, qui la joue gros macho lourdeau, et Carol Danvers, qui s'impose en femme libérée. Elle est si fragile, est une femme libérée, tu sais, c'est pas sympathique. Je trouve que parler de MLF ou des carrières féminines dans un magazine pour femmes, c'est bof. Et là, l'ultime case qui ferait frémir nos amis féministes est cette phrase où il dit « Un journal de femmes doit publier des articles utiles sur les régimes, la mode et la décoration. » Pour Jameson, la femme doit visiblement rester obscure, passive et réservée si on en juge par ses propos de mâle dominant, qui ne saurait pas s'en déplaire à Frank Miller bien sûr. On est donc bien dans l'ambiance féministe de l'époque, et c'est vrai que la discussion entre Jameson et Danvers est assez amusante dans cette volonté de plaider pour la cause féminine. Les auteurs mettent le doigt dans le problème, mais ça n'est pas sale. Et ils écrivent d'ailleurs des choses pleines d'idées généreuses et de substantifs abscons sur la condition féminine. Au final, Jonah Jameson est enlevé par le Scorpion et c'est Miss Marvel qui va le sauver, alors que le patron du Daily Bugle déteste les super-héros. Au passage, Lug a laissé une bulle en anglais où Jameson suffoque. Il m'a fallu prendre un dico pour savoir ce que voulait dire choc. L'affront est total pour Jameson qui est sauvé par une super-héroïne. Une belle leçon d'humour, surtout venant des Amerlocs réputés sombres, âpres au gain et légèrement misogynes sur les bords. Un petit coucou à Frank Miller bien sûr. Je t'emmerde, zombie, t'entends? Je t'emmerde. Les pages suivantes nous proposent China en pin-up et là, ça m'a fait comme une sorte de... Oh, you touch my tra-la-la. Le genre d'image qui transforme la bistouquette d'un ado en un bâton de maréchal, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je sais, j'ai une putain d'âme de poète délicat. Après 3 pages d'explications sur ses origines, on peut lire une aventure inédite des aventures de China appelée La filière saharienne, écrite par Carol Selling et dessinée par Rossandro, pas forcément au mieux de sa forme. Cet épisode est tiré de China the She-Devil numéro 2 de février 1973. China O'Hara Plunder est apparue pour la première fois dans China She-Devil numéro 1 en décembre 1972. Élevée dans les jungles d'Afrique au Zaïre, elle devient vétérinaire puis travaille au zoo municipal de Central Park, pleine d'amour pour les animaux, et après le massacre de Feyland à l'intérieur du zoo, elle se radicalise, un petit coucou à Frank Miller, puis elle retourne en Afrique où, vêtue d'un costume terriblement sexy taillé dans de la peau de léopard, ce qui n'est pas très vegan au passage, elle combat les braconniers. Et justement, dans ce Strange spécial origine, on nous montre une aventure de la belle sauvageonne qui est antérieure à la vie trépidante que Shanna va mener ensuite avec Khazar. C'est une aventure tout à fait classique qui sort des récits des super-héros, mais qui est sympa à lire, nous montrant Shanna en mode Tarzan féminin. Elle est assez dénudée, la gamine, et c'est un plaisir pour les yeux, quand même. D'ailleurs, l'ado que j'étais n'était pas resté indifférent à cette héroïne sortant de l'ordinaire. Ta gueule! Il faut dire que l'état de sa peau bronzée mit du baume au cœur, meurtri du beau jeune homme solitaire que j'étais. Une fois de plus, mes petits loulous, je terminerai avec ce qui attirait le plus les lecteurs lugiens vers le Strange spécial origine. Je veux bien sûr parler des fiches de super-héros. Et là encore, on est gâté. Regardez, j'ai encore les fiches collées dans le magazine. C'est-il pas beau ça, mes roudoudous? Car il faut bien le dire, les fiches de super-héros sont aussi utiles au magazine que le tonton à la tontaine ou que la chèvre au légionnaire. On a Médusa et Flèche Noire, mais également Phoenix et Spider-Woman. Elle est bonne! Oui, elle est bonne. Franchement, Luke ne s'est pas foutu de notre gueule. Là encore, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, ce Strange spécial origine doit rappeler des souvenirs émus, et n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, comme à l'accoutumée. Mais c'est pas ce que j'avais commandé, moi, c'est du Frank Miller. C'est nul, du Frank Miller, c'est tout pourri, ça me donne des boutons. Et pourquoi je suis tout triste d'un coup? Et là, c'est quoi? Les Avengers? En VO? Mais putain, moi je les voulais pas en anglais. Calme-toi! Bon, ok, je me calme. C'est Noël, je vais pas m'énerver, je vais pas dire de gros mots. Père Noël, va te faire enculer!
Oh oh oh. Joyeux Noël, les motherfuckers. Oh 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 oh. Non, 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 appelle Ralph d'Afrique. Appelle Ralph d'Afrique. Et la choucroute